OTAN, G7, Union européenne, 3 sommets dans la même journée à Bruxelles pour un même objectif, comment stopper Vladimir Poutine sans entrer en guerre avec la Russie. Avant d'en débattre avec mes invités, les enjeux et les obstacles de ce triptyque diplomatique avec Marion Vigreux. Un mois jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une intense journée diplomatique s'ouvre ce jeudi à Bruxelles. Première étape, la réunion des 30 membres de l'OTAN pour coordonner les actions et renforcer leur position à l'Est. 4 nouveaux bataillons vont être déployés en Roumanie, Hongrie, Bulgarie et Slovaquie. Quant aux 40 000 troupes déjà présentes, elles seront rééquipées. Notre commandant militaire, le général Walters, a activé les éléments de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire de l'OTAN. Et les alliés déploient des moyens supplémentaires pour renforcer nos groupements tactiques existants et nouveaux. Des équipements qui seront également transmis à l'Ukraine. Présent en visioconférence, le président Zelensky a lui renouvelé sa demande d'aide militaire. Des consultations commencent pour lui fournir des missiles anti-navires. Dans l'après-midi, ce sont les membres du G7 qui se sont ensuite réunis pour envisager de nouvelles sanctions économiques envers la Russie. Ils veulent cette fois-ci viser les députés de la Douma et les industries de défense. Et notre détermination nous a conduit à prendre un train de sanctions absolument inédit, à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs au moment où je vous parle en cessation de paiement, sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi par tous les moyens d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Dernière étape, le Conseil européen des 27, toujours en présence du président américain Joe Biden, pour évoquer la gestion et la répartition des réfugiés, mais aussi la crise alimentaire à venir. Tout au long de cette journée, les objectifs ayant été d'afficher une unité sans faille et d'anticiper les étapes à venir en cas d'escalade russe. L'Occident fait bloc, voilà le thème de notre débat et je vous présente mes invités tout de suite. Elvire Fabry, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors en charge de la politique commerciale de l'Union européenne et de la mondialisation. Et vous venez de publier avec l'Institut un rapport sur l'autonomie stratégique de l'Europe face à la Chine. Christian Lequesne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, auteur de La puissance par l'image, les États et leur diplomatie publique, c'est aux presses de Sciences Po. Avec nous en visioconférence, Christian Macarian, bonsoir. Merci d'avoir accepté au débeauté, on va le dire, notre invitation. Christian, vous êtes journaliste au Point et à Radio Notre-Dame et on fait un coucou à François Durper, voilà, qui nous a fait faux bond à la dernière minute, mais ce n'est vraiment pas de sa volonté. On lui souhaite bon courage. Laetitia Krupa, évidemment, toujours à mes côtés dans ce débat. On a choisi ce titre, L'Occident fait bloc. Est-ce que c'est le symbole que vous associez à cette journée, vous aussi, ou pas d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Je crois que ce que l'on voit d'abord, c'est que c'est un exercice d'affichage, de solidarité, de cohésion, à la fois qui envoie un message à la fois en interne dans les équipes, parce que c'est important que les chefs d'État, de gouvernement se retrouvent entre eux. C'est un message qui est envoyé évidemment à l'Ukraine, de soutien, évidemment à la Russie, et puis plus loin quand même aussi, à la Chine. On va revenir là-dessus. Et au reste du monde, parce qu'il y a toute une série de pays qui sont quand même silencieux, qui prennent une position plus neutre. Et là, c'est un bloc, à la fois avec cette imbrication de l'OTAN, du G7, et puis maintenant des 27. On voit que c'est finalement tout un dispositif à plusieurs étages qui montre toute sa cohérence. Une déclaration de Joe Biden en cette fin d'après-midi. L'OTAN n'a jamais été aussi unie. Christian Lequesne, est-ce que ce bloc occidental est aussi solide qu'il en a l'air ? Oui, alors le bloc occidental, il a bien sûr des nuances. Et d'abord, il faut quand même saluer le fait que le président américain accepte de se déplacer en Europe. Je trouve que symboliquement, c'est important. Et ça donne l'impression que l'Europe n'a pas été oublié comme priorité stratégique, alors que depuis pas mal d'années, depuis au moins la présidence Obama, on avait le sentiment que dans la liste des priorités américaines, l'Europe, c'était vraiment pas en haut, c'était plutôt vers le bas. Il y avait la question chinoise, qu'Elvire connaît bien, il y avait le Moyen-Orient, voilà. Maintenant, face aux Américains, ce qu'il serait souhaitable, c'est que l'Europe soit unie. Et je crois que, dans le fond, c'est ce que les Américains souhaiteraient aussi.
Et notre crédibilité à l'égard des Américains passe par notre capacité, nous, Européens, à être unis dans le camp occidental. Ouais, Et sur cette question-là, nous savons qu'il y a encore des nuances, on pourra en parler. Oui, on va en parler évidemment, et on voit déjà les lignes de fracture qui commencent à s'exprimer. Christian Macarian, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette journée, au-delà du symbole? C'est effectivement un symbole fort, on a un Joe Biden qui participe à 3 sommets successifs. On peut dire d'ailleurs qu'il y a là un défi pour un homme de 79 ans, c'est pas le plus important. Mais au-delà du symbole, qu'est-ce que vous retenez? Écoutez, il est obligé d'effectuer une pirouette stratégique tout à fait cruciale. Et il le fait jusqu'ici de façon assez habile. Il y a 2 facteurs qu'il faut rappeler. La ligne directrice de la politique étrangère américaine, c'est toujours le fameux le pivot d'Obama, c'est-à-dire se tourner vers l'Asie comme le point à la fois d'importance économique primordiale, mais aussi le point de friction et de tension maximale, avec des questions comme celle, par exemple, de Taïwan ou de la Chine de mer du Sud. Donc, cette espèce de priorisation à la Chine qui avait été faite par Obama, poursuivie par Trump et prolongée par Biden, qui a tout de même été 2 fois le vice-président d'Obama, oblige aujourd'hui Biden à remettre l'Europe au centre des tensions mondiales avec un conflit qui semble appartenir à une autre époque. Or, Joe Biden est un homme de la guerre froide. Il a été élu sénateur en 1973, vous vous rendez compte, en plein milieu de la guerre froide, et il a accompagné toute cette période, plus d'un demi-siècle d'évolution et de relations avec la Russie, qui est un pays qu'il connaît bien, où il s'est rendu de nombreuses fois, puisqu'il était aux affaires étrangères, à la commission des affaires étrangères du Sénat. C'est même pour cela qu'Obama l'a pris comme vice-président, parce qu'il avait une expérience de politique étrangère qu'Obama n'avait pas. Donc oui, Biden est en train d'opérer un virage sur l'aile très important pour reprioriser l'Europe. Et jusqu'ici, il le fait bien. Mais il y a un aspect intérieur, et je terminerai avec cela, qui est très important, c'est qu'il y a un consensus, comme il n'y en a jamais eu sous le mandat de Biden, entre républicains et démocrates sur la fermeté absolue à adopter face à la Russie. Donc Joe Biden joue aussi une partie de politique intérieure à travers cette espèce de fermeté et de réconciliation avec l'Europe. Et je crois que c'est important de le signaler. Du reste, ce qui lui est reproché par les républicains, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, et ça mériterait qu'on en reparle tous ensemble tout à l'heure, c'est que dès le début du conflit, il a dit de façon très maladroite que les États-Unis n'interviendraient pas militairement, ce qui était une manière de laisser le champ libre à Poutine, non pas parce que Poutine n'attendait que ça et qu'il craignait les États-Unis, mais parce que ça a laissé le champ libre à la notion de guerre totale à laquelle Poutine se livre devant nos yeux. On y reviendra, évidemment. Donc il y a d'une certaine façon, naturellement, dans notre débat, il va y avoir 3 chapitres. Pour 3 sommets, OTAN, G7, Union européenne. Je commence par l'OTAN. On va faire un peu de pédagogie également. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est pas inutile de rappeler ce que ça veut dire, puisque certains candidats, en l'occurrence une candidate, ne savaient plus ce que c'était. Créé peu après la Seconde Guerre mondiale, 1949, 30 États membres, un budget total d'un peu plus de 2,5 milliards d'euros, et un secrétaire général norvégien, Jens Stoltenberg, qui vient, c'était aujourd'hui, d'annoncer un renforcement militaire. On l'écoute. Les dirigeants ont approuvé la création de 4 nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. En plus des 4 déjà constitués dans les 3 pays baltes et en Pologne. Nous avons donc 8 groupements tactiques de l'OTAN, à présent, de la mer Baltique à la mer Noire. Voilà, Jens Stoltenberg qui a également rappelé que la Russie, Vladimir Poutine, voulait moins d'OTAN à ses frontières. Bon, mais c'est raté. Oui, c'est raté, parce que là, on voit que l'OTAN déplace des capacités pour sécuriser ce qui pourrait être, en tout cas, le territoire des États membres de l'OTAN qui sont le plus sur la ligne de front.
Par ailleurs, on a quand même des États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'OTAN traditionnellement de longue date et qui ont déjà évoqué la volonté éventuellement de rejoindre l'OTAN, qui sont la Finlande et la Suède. Et l'on a des pays qui, à la porte de l'OTAN, pressent plus fortement pour rentrer plus rapidement dans l'OTAN, la Géorgie et la Moldavie, qui se sentent plus directement menacées. Donc finalement, l'objectif initial de Poutine, qui était en effet de repousser l'OTAN, contribue au contraire aujourd'hui à redynamiser la structure, à renforcer la solidarité entre les États membres. Une question, ça prend combien de temps, par exemple, pour la Moldavie, pour la Géorgie, de les intégrer? Il y a un process qui dure combien de temps? Ce serait d'abord une question de décision politique, si je puis dire, parce que si le principal obstacle est favorable. Ensuite, je dirais qu'ensuite, il y a des engagements qui sont pris sur la durée elle-même. Je ne serais pas en mesure de vous dire, mais ça se prépare comme toujours. C'est des questions de capacité qu'on met à disposition c'est plusieurs mois. De toute façon. Christian Lequel? Oui, habituellement, si on prend les derniers élargissements, c'est plus rapide que l'entrée dans l'Union européenne. Parce que l'entrée dans l'Union européenne, ça nécessite de réformer à peu près toutes les législations nationales, économiques. Parce qu'il y a une liste de critères qui est absolument. Donc je partage l'idée que c'est une décision politique qui peut aller assez vite. D'ailleurs, on peut rappeler que le sommet de Bucarest 2008 avait fixé le principe de l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie, mais qu'ensuite, on n'a pas continué le processus, notamment parce que les grands pays européens n'y tenaient pas. Alors Laetitia, depuis le début de cette guerre en Ukraine, depuis un mois, on a vu beaucoup de certitudes, de stratégies, parfois vieilles de plusieurs décennies, volées en éclats. Et puis il y a une déclaration, celle d'un certain Emmanuel Macron sur l'OTAN, qui elle aussi semble totalement, je ne sais pas, antidatée, ringardisée, je ne sais pas quel terme employer, quoi. Oui, enfin en tout cas, il n'est jamais revenu dessus, ni même aujourd'hui. On va le voir tout de suite, mais c'est effectivement une déclaration qu'il a eue en novembre 2019 dans une interview au journal The Economist. Emmanuel Macron, président de la France, avait déclaré « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN ». Ça lui est resté, cette... Mais alors, on est dans quel contexte ? Il réagissait à l'offensive en fait du président turc Erdogan qui avait lancé donc cette offensive dans le nord-est de la Syrie sans aucune concertation avec les alliés. Je rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN. Et à cette époque, les soldats américains s'étaient retirés aussi de la région. Si vous voulez, pour Emmanuel Macron, il s'agissait, c'était plutôt... Il tentait de réveiller cette organisation. Il ne l'enterrait pas. Il voulait la réveiller. Et puis, il y avait aussi des craintes. On avait peur, par exemple, que Donald Trump soit réélu et décide d'un tweet de quitter l'OTAN. Donc, on était dans un contexte qui était absolument différent de celui d'aujourd'hui. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est jamais revenu sur ses propos. D'ailleurs, il l'a dit lui-même aujourd'hui parce qu'il utilise une autre formule. Écoutez-le. L'OTAN vient d'avoir un électrochoc, moi qui parlais de mort cérébrale en décembre 2019. L'électrochoc, c'est que la conflictualité à ses frontières est revenue puisque la guerre a été lancée par la Russie. Pas contre un de nos membres, mais contre un voisin proche. Et l'objectif d'Emmanuel Macron est le même qu'en 2019. Il s'agit de débuter enfin les fondations, de mettre les premières pierres de la défense européenne. En 2019, comme aujourd'hui. On sait que c'est encore balbutiant, mais peut-être que la guerre en Ukraine va précipiter ce process. Oui, ça fait partie des changements de pied et des certitudes dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on l'a déjà évoqué sur ce plateau. L'Allemagne a totalement changé de stratégie, notamment sur son budget militaire. Christian Macarian, quel est le poids de la France dans l'OTAN, puisqu'on réagit à cette déclaration ancienne d'Emmanuel Macron? Et est-ce que le poids dépend toujours de la lourdeur du chèque? Vous voyez ce que je veux dire? La lourdeur du chèque, c'est le reproche qui a été adressé par Donald Trump à tous les dirigeants européens en leur demandant d'atteindre un montant du PIB qui soit plus significatif, au-dessus de 2%. La plupart des pays étaient en dessous, notamment un grand pays, un des plus riches du monde qui s'appelle l'Allemagne. La France n'y était pas non plus, mais on a promis d'y arriver, donc on va y arriver, parce qu'il faut rappeler une donnée essentielle, à peu près 70%
du budget de l'OTAN est assumé par les États-Unis, sur les 30 nations que compte l'OTAN. Donc, que les Américains soient un peu agacés, ça ne paraît pas spécifiquement anormal. Mais maintenant, la façon dont s'y est pris Donald Trump était tout de même très brutale, d'autant qu'il a mis en balance l'article 5, qui est le plus important, qui prévoit l'entraide mutuelle en cas d'agression contre un État. Trump a laissé entendre à un moment que cet article ne serait plus fonctionnel. Alors là, c'était la menace absolue de dissolution de l'OTAN. Donc, entre Trump et ses menaces, entre la phrase d'Emmanuel Macron, qui a beau essayer de faire une pirouette, mais enfin, il a quand même dit, état de mort cérébrale, il l'a dit, on redécouvre que l'OTAN est le bouclier unique et que c'est celui qui rassure les pays européens. Et il n'est pas étonnant, mais toute la polémique porte sur ça, que les pays de l'Est aient souhaité le rejoindre en 2 vagues principales, en 1999 puis en 2004, parce que justement ces pays se sentaient insécurisés, menacés par la Russie. Donc quand la Russie dit qu'en élargissant l'OTAN à l'Est, on a quelque part agressé la Russie, un contre-argument consiste à dire tout simplement que si les pays d'Europe centrale s'étaient sentis en sécurité, ils n'auraient jamais demandé à ce point-là à rejoindre l'OTAN. Alors, la question qui est vraiment une question d'actualité aujourd'hui, c'est jusqu'où peut aller l'engagement, la réponse de l'OTAN. On a entendu tout à l'heure le secrétaire général annoncer un déploiement plus important de troupes. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, a détaillé un peu où les soldats français, parce que certains soldats français vont se redéployer eux aussi. Il y a cette ligne rouge, en quelque sorte, qui a été posée par le président américain Joe Biden. Il promet une réponse de l'OTAN si la Russie utilise des armes chimiques. On a des souvenirs d'autres lignes rouges posées par d'autres présidents américains dans le passé et qui finalement ont plutôt été des freins ou des boulets ensuite dans leur diplomatie. Donc comment vous percevez cette déclaration de Joe Biden ce soir ? Écoutez, c'est la première ligne rouge d'une certaine façon qui est affichée, et je pense que c'est aussi une façon de réaffirmer la cohésion des membres de l'OTAN qui, encore une fois, là, sont dans une démarche de réassurance sur la sécurité du territoire européen dans son ensemble. Ils se sont donné une clause de rendez-vous déjà pour le mois de juin pour parler investissement, stratégie de sécurité à l'échelle de l'Union européenne. Et là, c'est le plan, si je puis dire, un peu de réorganisation de l'OTAN, où il s'agit ça y est, on est passé dans une deuxième phase. Maintenant, sur cette question de ligne rouge, comme ça vient d'être rappelé, lorsque le président Biden a annoncé qu'il n'enverrait pas d'hommes sur le continent européen, ça avait d'une certaine façon ouvert, ça avait donné un champ libre, plus de marge de manœuvre à Vladimir Poutine. Maintenant, on voit que là, il y a un risque qui est quand même imminent. Ce que le secrétaire général de l'OTAN a dit cet après-midi, c'est qu'ils avaient quand même des informations tangibles sur l'utilisation déjà de bombes au phosphore. Ils sont très inquiets. Et là, là, c'est un engagement qui est beaucoup plus ferme. Mais Christian Lequesne, effectivement, quand on pose une ligne rouge, qu'est-ce qu'on fait ensuite si elle est franchie ? Quand Joe Biden dit « je promets une réponse de l'OTAN », bon, c'est assez vague encore, mais quelle pourrait être la réponse ? Sans devenir co-belligérant. Emmanuel Macron l'a rappelé, nous ne souhaitons pas devenir co-belligérant. Alors la ligne, actuellement, c'est ça. C'est-à-dire, on ne veut pas être co-belligérant au sens où on ne veut pas engager de moyens défensifs. Et là, c'est tout le problème que posent les demandes de Zelensky, puisque Zelensky demande des chars, demande des avions de chasse. Vous savez qu'il s'exprime régulièrement dans les parlements par vidéoconférence. Hier, il s'est exprimé à l'Assemblée nationale et au Sénat en France. Voilà, ça, on ne veut pas. C'est-à-dire, on veut rester sur des livraisons d'armes défensives. Ceci étant, ce n'est pas la même chose de dire « nous ne voulons pas être co-belligérants » et nous n'interviendrons pas militairement. Vous voyez, c'est pas le même discours. Et là, je suis d'accord avec Christian Macarian. L'erreur de Biden au début a été de dire nous ne voulons pas d'intervention militaire. Il faut rester sur cette ligne. Nous ne voulons pas être des
co-belligérants pour garder quand même une incertitude. Pourquoi ? C'est parce que c'est subtil, c'est très subtil, mais tout simplement parce que Poutine joue sur l'ambiguïté. Les dictateurs adorent l'ambiguïté. Donc face à ça, il faut aussi que nous soyons ambigus. Alors vous avez évoqué la demande du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Effectivement, il dit à l'OTAN, vous avez 20 000 chars, on en veut un tout petit peu, écoutez-le. Vous avez au moins 20 000 chars. L'Ukraine a demandé qu'1% de tous vos chars nous soient donnés ou vendus. Mais nous n'avons pas encore de réponse claire. La pire chose pendant la guerre est de ne pas avoir de réponse claire aux demandes d'aide. Christian Macarian, ça veut dire 200 chars. Je voudrais juste comprendre pourquoi c'est un pas que l'OTAN ne veut pas franchir pour l'instant. Mais parce que ce que demande M. Zelensky, c'est des conditions d'un pays adhérent sans qu'il adhère. Ça n'est pas possible. Si l'OTAN avait incorporé l'Ukraine, la Russie ne se serait peut-être pas comportée comme elle l'a fait. C'est une hypothèse, en tout cas, qu'on peut prendre sérieusement en considération. Mais en tout cas, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, toute intervention offensive, tout type d'armement agressif permettant de détruire des forces russes, du matériel russe et du personnel russe constitue un acte de guerre et nous entraînerait là-dedans. Il y a eu un cas très intéressant posé par la Pologne. La Pologne dispose d'anciens avions soviétiques de type MiG que les pilotes ukrainiens, qui ont aussi des MiG, savent parfaitement manier. La Pologne a donc proposé de prêter ces avions, de les apporter dans l'aéroport à côté de Lvov pour que les pilotes ukrainiens en disposent. Et malheureusement, là aussi, avec une certaine maladresse, au lieu de faire ça secrètement, ça a été rendu public, et on a demandé l'autorisation aux États-Unis de faire ce transfert d'avions de Pologne vers l'Ukraine. Les États-Unis s'y sont opposés, parce que l'idée est véritablement irrecevable. Ce serait un acte de guerre. Vous voyez ? Donc, pareil pour les missiles sol-mer. On pourrait envoyer des missiles sol-mer en Ukraine. Enfin, il faudrait déjà arriver à les acheminer, mais supposons qu'on y arrive, qui tireraient sur des bateaux russes. Mais les Russes les identifieraient tout de suite comme étant des missiles occidentaux. Et donc, là, c'est l'escalade. Oui, j'entends bien, mais justement, Elvire Fabry, est-ce que ce n'est pas finalement la seule solution ? Est-ce que le langage de la force n'est pas le seul langage que Vladimir Poutine entend ? Est-ce qu'on n'est pas, c'est pas la première fois qu'on évoque ça, mais dans ce moment un peu munichois qui fait qu'on devrait intervenir militairement ? Il n'y a pas d'autre solution, disent certains. Oui, en même temps, cette logique de non-escalade, elle est essentielle, puisque on voit très bien on voit très bien dans la façon dont Vladimir Poutine même joue avec la menace d'usage d'armes tactiques nucléaires, de missiles nucléaires. Enfin, cette escalade, elle est irréversible. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui, si on franchissait le pas, Mais la stratégie actuelle, elle se fait au détriment du peuple ukrainien. Oui, mais là, toutes les mesures... Qui est le seul à combattre, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai un de mes amis, pardon de vous faire... c'est très personnel, mais qui me disait hier, moi, j'ai honte. J'ai honte que mon pays, que l'Europe, que l'OTAN n'interviennent pas militairement. C'est pour ça que le soutien en armement est renforcé, le soutien humanitaire est renforcé, le soutien également en approvisionnement est renforcé, parce que l'on voit, c'est un autre terrain, mais on voit déjà qu'il y a de tels problèmes d'approvisionnement, même en essence, que toute l'agriculture ukrainienne est déjà en train de s'effondrer là où elle pourrait quand même continuer encore dans certaines régions de l'Ukraine, et qu'il y a des problèmes d'alimentation qui vont se poser, enfin qui vont s'ajouter encore aux problèmes humanitaires. C'est juste la question, en fait, j'ai l'impression que personne n'a répondu à votre question, Thomas. Si la Russie utilise une arme chimique, quelle sera la réponse de l'OTAN concrètement ?
Peut-être que la réponse est difficile. Oui, je pense que la réponse n'ira pas jusqu'à un engagement militaire. Je n'y crois pas. Je pense que personne ne veut du côté de l'Ouest, et ça aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, par peut-être les Polonais et encore, entrer dans le conflit. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas militairement. Et c'est ça le point important. Et vous voyez l'exemple qui a été cité sur les avions. Si vous livrez des MiG que vous repeignez aux couleurs de l'Ukraine, évidemment, c'est très visible et ça peut immédiatement prêter le flanc à une interprétation de la part des Russes qui est « vous entrez dans le conflit ». En revanche, si vous livrez des drones, c'est beaucoup plus discret, c'est tout aussi efficace et ça sert peut-être même mieux l'armée ukrainienne. Donc, vous voyez, il faut faire attention justement à ne pas prêter le flanc à une interprétation de Poutine qui consisterait à dire ça y est, vous êtes belligérant. Okay, je vais vous redonner la parole, mais juste citation de Joe Biden, toujours sur cette thématique des armes chimiques. Alors je suis pas sûr que ça éclaire totalement le débat, mais il dit la nature de la réponse de l'OTAN dépendra de la nature de l'utilisation des armes chimiques par la Russie. Bref, ce sera une réponse graduée, quoi. C'est ce qu'on peut comprendre. Je pense qu'au-delà de la question de la réponse même de l'OTAN, il y a la façon dont l'enjeu de l'utilisation des armes chimiques est dressé haut et fort, même au reste sur la scène internationale. Oui. Et c'est aussi une façon d'envoyer un signal à la Chine, qui maintient sa position de neutralité ambiguë, et pour qu'elle-même puisse endosser un petit peu cette ligne rouge, la faire basculer. Pardon de vous interrompre, mais on va parler de la Chine. Et je vous propose d'entendre un autre extrait du discours du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur la Chine, justement. Pékin s'est joint à Moscou pour remettre en question le droit des nations indépendantes à choisir leur propre voie. La Chine a fourni à la Russie un soutien politique, notamment en diffusant des mensonges flagrants, en faisant de la désinformation, et les alliés craignent que la Chine ne fournisse un soutien matériel à l'invasion russe. Elvire Fabry, que peut-on dire précisément du soutien chinois? Quelle forme prend-il à Vladimir Poutine aujourd'hui? Est-ce que vous employez ce mot de soutien? Le soutien qu'apporte la Chine est le soutien qui sert ses intérêts. Oui. Donc la défense de la souveraineté d'un pays, des frontières d'un pays. Derrière ça, on entend évidemment l'objectif chinois de maintenir sa politique de une seule Chine vis-à-vis de Taïwan. Le soutien humanitaire, la Chine le garantit. En revanche, maintenant, toute la question, il n'y a pas de condamnation évidente. Oui. Mais maintenant, la question, c'est les formes d'aide économique. Éventuellement, ce que l'on craint, c'est éventuellement un soutien soit d'armes militaires fournies à la Russie, soit même de pièces détachées. Parce que tout le problème de la Russie aujourd'hui aussi, c'est d'assurer ses approvisionnements en pièces détachées qui font fonctionner son armée et auxquelles elle n'a plus accès du côté occidental. On le craint, on n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve encore sur la question des armements militaires. Maintenant, on voit que sur le terrain économique, la Chine se tâte. Le gouvernement chinois a incité ses entreprises à occuper la place en Russie, là où les entreprises occidentales se retiraient. Et les entreprises chinoises sont encore assez prudentes, puisqu'il y a toute la question des sanctions secondaires qui pourraient concerner toutes les entreprises chinoises qui chercheraient à contourner les sanctions, notamment américaines, puisque les États-Unis ont ce bras armé institutionnel d'extraterritorialité qui leur permet d'imposer des amendes et des sanctions judiciaires. Et là, les entreprises sont encore relativement frileuses. Christian Macarian, notre prisme occidental nous donne parfois l'impression que le monde entier est contre Poutine. C'est loin d'être le cas, il faut le rappeler. Il y a la Chine, il y a, je vais citer l'Inde, le Venezuela, Cuba, le Brésil. Enfin bref, il y a une liste longue de pays qui soit ne disent rien, soit n'ont pas condamné, etc., etc. Soit se situent dans une ambiguïté totale, comme la Turquie qui achète des missiles S-400 à la Russie tout en étant membre de l'OTAN. Il y a aussi cette attitude-là. Non, ce qui se pose fondamentalement, c'est que pour la Russie et pour la Chine, il y a tout de même un axe très fort.
qui s'est construit, c'est l'axe de ce qu'on appelle maintenant le post-Occident. Ces pays, que ce soit Pékin ou Moscou, envisagent une sorte de leadership naturel de la période qui s'ouvre, selon eux, à partir de maintenant, puisqu'ils considèrent que l'Occident n'a plus d'emprise sur le reste du monde, que les normes occidentales ne sont plus celles qui définissent l'absolu, l'alpha et l'oméga, comme c'était le cas il y a une cinquantaine d'années. Donc, cette ère post-occidentale, Pékin entend bel et bien y jouer son rôle avec la Russie, l'un étant la superpuissance économique et l'autre la superpuissance militaire, du moins jusque-là. C'est pourquoi le conflit de l'Ukraine est extrêmement important. S'il était remporté de façon franche et nette par la Russie, ça signifierait quand même un cap. Mais s'il ne l'est pas, comme beaucoup de signes semblent le montrer, alors il y aura une toute autre ère qui s'ouvrira, encore une ère intermédiaire. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Thomas, parce que j'ai senti que vous étiez quand même passionné et indigné à juste titre par tout ce que subit le peuple ukrainien, il y a quand même une étape diplomatique qu'il faut conserver, qui doit rester dans le savoir-faire, le mode de vie, la civilisation occidentale, qui est la désescalade. Donc maintenant, à mon humble avis, il faut essayer de faire baisser la tension, parce que tant que vous laisserez Poutine choisir le niveau d'intensité du conflit, il ira plus haut. Donc il faut maintenant essayer d'aborder une période de désescalade. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'impliquer trop ou plus avant dans des opérations militaires. Et je crois qu'il faut le comprendre. J'entends cet argument. On va parler de l'Union européenne maintenant, avec d'abord une réaction d'Emmanuel Macron. C'était tout à l'heure, juste après le sommet de l'OTAN. Je rappelle qu'il y avait 3 sommets aujourd'hui, OTAN, G7 et Union européenne. Emmanuel Macron est revenu sur la question de la dépendance énergétique des 27. L'Europe, et là c'est une caractéristique aussi naturelle de notre géographie, est le plus grand acheteur de fossiles, parce que nous ne sommes pas producteurs. Et donc nous avons cette dépendance, en particulier au gaz, au pétrole et au charbon russe. Notre souhait est évidemment d'abord maîtriser les prix pour nos consommateurs, nous y reviendrons tout à l'heure au Conseil européen, mais de très vite diversifier pour moins dépendre et ne pas être soumis à des mesures de représailles, mais surtout nous-mêmes réduire les éléments d'achat qui aujourd'hui vont vers la Russie. Et on va faire tout de suite un peu de pédagogie grâce à Fanny Conqui pour parler de la stratégie énergétique de l'Europe. Rebonsoir Fanny. Rebonsoir. L'objectif, on l'a entendu, c'est de réduire la dépendance aux énergies russes. Et l'enjeu est énorme. Plus de 40% du gaz et 27% du pétrole importé dans l'Union proviennent de Russie. Cette situation cache cependant des disparités fortes entre pays européens. Les importations venues de Russie représentent par exemple 65% de la consommation de gaz en Allemagne, 29% pour l'Italie et 19% pour la France. Alors en termes de calendrier, l'Europe annonçait le 8 mars dernier vouloir réduire de 2/3 les importations de gaz russe de l'Union dès cette année, tandis qu'au même moment, du côté des États-Unis, Joe Biden annonçait l'arrêt immédiat des importations de pétrole depuis la Russie. Il faut dire que le pétrole russe représente seulement 8% des importations américaines. L'enjeu n'est donc pas le même, Thomas. Oui, évidemment. Concrètement, quelles sont les pistes évoquées pour réduire cette dépendance en Europe ? Alors, la Commission européenne appelle à diversifier les fournisseurs et les routes d'approvisionnement en misant davantage, par exemple, sur le biogaz, le gaz naturel liquéfié ou encore l'hydrogène. En termes de producteurs, de partenaires, là aussi, il va falloir se tourner vers d'autres pays, les États-Unis, la Norvège, l'Algérie ou encore le Qatar. La Commission plaide également pour un renforcement des règles de stockage de gaz pour chaque pays, par exemple des obligations minimales et un calendrier de remplissage. Une des pistes également pour les 27, c'est d'acheter du gaz en commun. Cela a été fait, on l'a vu, avec les vaccins contre le Covid, on s'en souvient, en négociant ensemble. L'idée, bien sûr, c'est d'être plus fort et d'obtenir des tarifs plus avantageux. Par ailleurs, dans le cadre, sachez-le, dans le cadre du plan climat 2030, la Commission européenne appelle à accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, à accélérer les efforts pour décarboner les bâtiments, l'isolation, les modes de chauffage, mais aussi dans l'industrie. Et donc, selon l'exécutif européen, les mesures présentées peuvent réduire la demande européenne de gaz russe de 2/3 d'ici la fin de l'année et rendre l'Union indépendante des
hydrocarbures russes bien avant 2030. Merci Fanny pour ces détails. Est-ce que vous y croyez, Elvire Fabry? Est-ce que ça vous semble réaliste, cet objectif de réduction des 2 tiers d'ici la fin de cette année? J'ai envie de dire, c'était déjà la voie que s'étaient donnée les Européens d'une certaine façon en termes de diversification, de transformation du mix énergétique pour atteindre les objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Maintenant, là, on a un impératif de court terme. Il s'agit de regagner notre indépendance par rapport à un volume de 155 milliards de mètres cubes de gaz, pour ne prendre que le gaz. Il y a des mesures de court terme qui peuvent déjà être prises directement, diminuer la consommation en baissant le chauffage. C'est 10 milliards de mètres cubes qui sont chiffrés. Ça, il y a beaucoup de Français qui l'ont déjà fait. Il y a déjà beaucoup de oui, absolument, mais je pense que c'est encore quelque chose. Oui, mais je pense que c'est encore quelque chose qui pourrait être davantage renforcé. Oui. Ensuite, il est évident que la première mesure qui aurait le plus d'effet, c'est l'enjeu de la diversification. Et là, il y a un actif travail diplomatique qui est engagé pour se tourner vers le Qatar, vers l'Algérie, au-delà des pays avec lesquels c'est plus évident, États-Unis, Canada. Et là, Joe Biden vient de prendre des engagements sur des exportations plus importantes de gaz liquéfié. Et le Canada sur des exportations plus importantes de pétrole, c'est l'annonce de la journée. Oui. Également, absolument. Maintenant, il s'agit de se tourner vers d'autres pays qui sont eux-mêmes très sollicités, puisque tous les problèmes de tension que l'on a sur les marchés mondiaux actuellement, alors c'est davantage vrai pour le pétrole, où ça peut davantage être distribué à travers le monde. Pour le gaz, c'est déjà plus compliqué, mais cette diversification, elle est essentielle. Et puis ensuite, il y a ces postes qui concernent les équipements en éolien, en solaire, mais c'est des investissements, des infrastructures qui prendront plus de temps. À court terme, on va terminer là-dessus, Christian Le Guen, parce que vous l'avez évoqué, mais sans rentrer dans le détail, puisqu'on est sur le sommet de l'Union, les failles, les petites lignes de fracture dont vous parliez, c'est quoi? C'est qui? C'est quel pays? La Hongrie peut-être, celui dont on peut parler en premier? Alors, sur la question des sanctions, on avait une assez belle unanimité avant que M. Orban, effectivement, fasse une déclaration disant qu'il allait peut-être lever les sanctions à l'égard de la Russie. Ce qui a d'ailleurs amené une réaction très vive à Varsovie. Donc, l'amour entre M. Kaczynski et M. Orban est un peu compromis. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la question, effectivement, de se coordonner, comme le disait Elvire, pour les achats, si vous voulez. C'est un point très important, d'éviter que chaque pays aille faire son petit marché. D'ailleurs, les Allemands ont eu un peu tendance à commencer à faire ça en allant voir le Qatar. Je crois que l'Europe a intérêt à se coordonner pour faire une politique d'achat qui soit mutualisée. Et puis, le troisième point, c'est le prix. Et là, sur le prix de l'énergie pour le consommateur, on voit qu'il y a un clivage, puisqu'il y a une proposition française sur un prix seuil. Le président en a parlé dans sa conférence de presse. Mais lorsque vous regardez qui soutient cette proposition, ce sont essentiellement les pays du Sud. L'Espagne, le Portugal. Les pays du Nord, qui sont plutôt dans une tradition de libre-échange, n'aiment pas ces idées de prix fixés. Donc là, on a un vrai clivage qui rejoint d'ailleurs le vieux clivage classique entre les frugaux et les exactement, ou entre les protectionnistes et les libéraux. Oui, aussi, ça se recoupe. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau ou en duplex. Merci Christian de nous avoir répondu favorablement à la toute dernière minute. Voilà, je vous dis à lundi pour un autre numéro de Sens Public. Merci Laetitia, on se retrouvera mardi prochain.